Merci de regarder le Club Macro. Notre invité est Arnaud Filleul, qui est donc le directeur général et cofondateur de France Valais. Bonjour Arnaud. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Voilà. En 2010, vous achetez une forêt avec un petit groupe d'investisseurs, une belle opération, un joli succès financier. Vous êtes le premier investisseur forestier privé. On va voir pourquoi investir en forêt, comment investir d'ailleurs dans la forêt. Ce serait peut-être un peu la première question. Comment on fait? Comment on investit en forêt? Eh bien, vous pouvez acheter les forêts vous-même. Allez les trouver directement. Seulement, ça va être compliqué à trouver, compliqué à analyser, compliqué à gérer. Et puis, si vous voulez une forêt qui fonctionne bien économiquement, c'est quand même 50 hectares minimum. Et 10 000 € l'hectare si la forêt est de bonne qualité. C'est 500 000 € à sortir de sa poche. Oui. Et avec ça, vous avez une seule forêt, en général une seule essence. Donc, en termes de diversification, c'est pas évident. Donc, en fait, c'est un actif qui n'est pas facile, auquel il n'est pas facile d'accéder seul. D'où l'idée de proposer finalement des produits collectifs, une sorte de fonds d'investissement forestier que sont les groupements forestiers d'investissement. Donc on appelle GFI. Exactement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment comment fonctionne le GFI, ce que vous faites? Parce que donc vous achetez, vous exploitez, vous gérez, et effectivement vous avez plusieurs forêts. Oui, alors dans un premier temps, on convainc les épargnants de nous confier une partie de leur épargne, et effectivement, donc ils achètent des parts. Et avec la trésorerie du fonds, on va aller acquérir des forêts partout en France. Donc aujourd'hui, notre GFI principal a 50 forêts sur tout le territoire français, avec des diversifications d'essences, de résineux, de feuillus, de maturités différentes, et donc de géographies différentes, puisqu'on est dans toutes les régions de France à peu près. Donc, ce qui va être important finalement, c'est la diversification des essences. Par exemple, en ce moment, c'est le chêne qui marche bien, je crois, c'est ça, non? Le chêne marche très bien, le Douglas fonctionne très bien parce qu'il est très demandé dans la construction. Il a des propriétés physiques qui intéressent les industriels. Mais c'est très important de les diversifier pour ne pas dépendre de l'évolution du cours d'un seul bois, pour également éviter les risques phytosanitaires qui en général sont concentrés essence par essence. Donc, une maladie sur un arbre, c'est ça par exemple? Ça, exactement. Et typiquement, un champignon va toucher un type d'essence, mais pas d'autres. Donc, il faut être diversifié dans son portefeuille pour diversifier son risque. En fait, tout ce qui s'applique aux fonds d'action classiques, aux fonds obligataires dans lesquels il faut être diversifié, la forêt, ça s'applique aussi, il faut être diversifié. Mais quand vous parlez d'essence ou de bois, ça veut dire que quand on investit en forêt, si on veut un rendement, on vend quoi? L'essence du chêne ou le bois, effectivement, du chêne une fois qu'il est coupé, c'est ça? En fait, ce que j'appelle les essences, ce sont les espèces. D'accord, ok. C'est pas des essences de parfum qu'on pourrait récupérer. D'accord, c'est important de le préciser. On puisse trouver des applications dans les cosmétiques en utilisant la sève. Ouais. Donc non, effectivement, ce qui va être vendu, c'est la récolte du bois une fois qu'ils sont arrivés à maturité. Et c'est ça qui va faire le rendement du fonds. Pour quel type d'investisseurs? Lesquels sont concernés? Qui ça intéresse de manière générale? Les motivations sont très larges. Évidemment, la première, ça va être la diversification de son patrimoine, avec un actif qui paraît un peu exotique, mais en fait, vous avez 3,5 millions de propriétaires privés en France qui ont de la forêt. Beaucoup, hein. Donc, c'est pas si original que ça. Non. Et ça fait vraiment du sens. Enfin, c'est une diversification séculaire. Et ensuite vont venir d'autres motivations, préparer une succession. Il peut y avoir des dispositifs fiscaux comme la réduction d'impôt sur le revenu qui sont intéressantes. Et puis, et finalement, c'est ce qui rejoint tous les investisseurs, c'est l'envie d'être investi sur quelque chose de tangible, de durable, de décorrélé des marchés financiers, et qui en plus a un rôle écologique qui est stratégique. Bien sûr, parce que ça réduit l'empreinte carbone, hein, c'est ça le fait. Absolument, la forêt absorbe 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de la flotte automobile privée en France, donc c'est considérable. C'est beaucoup. Alors on va revenir, si vous voulez bien, sur les avantages, parce que c'est vrai qu'ils sont principalement fiscaux. C'est bien ça? D'abord, quand même un peu la performance, parce que les 3 dernières années, on a versé un rendement un petit peu supérieur à 1%. On allait y venir à la performance, c'est important, bien sûr. Voilà, mais pour moi, ça reste ça l'avantage avec la diversification de son patrimoine, pour peu qu'on soit patient. C'est un investissement que l'on fait, et à la limite, il faut presque l'oublier et le retrouver 10, 15, 20 ans plus tard et se rendre compte qu'il a été performant, d'abord parce qu'il a versé un petit peu de rendement, mais aussi parce qu'il a pris de la valeur dans le temps. Mais effectivement, il est accompagné de dispositifs fiscaux qui sont intéressants et qui sont propres à la forêt. Ce ne sont pas des niches fiscales. C'est-à-dire que, typiquement, la succession, pour calculer les droits de succession, on les applique non pas sur la valeur totale de la forêt, mais uniquement sur la valeur du sol. Parce que la valeur des bois, donc le stock de bois qu'il y a dans la forêt, finalement, c'est de la récolte future, comme du blé, du tournesol les années suivantes. Et donc ça, c'est pas taxé dans le cadre de la succession. Donc vous avez un terrain, en fait. Pardon ? On transmet un terrain, finalement. C'est ça, exactement. Et vous transmettez ce terrain qui représente à peu près 25% de la valeur de l'ensemble, et donc vous avez un abattement de 75% au moment du calcul des droits de succession.
Deuxième dispositif, quand vous investissez, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu, puisque cette activité de sylviculture, qui est un sous-ensemble de l'agriculture, est éligible à l'IR-PME. C'est une véritable PME qui a un rôle économique dans la filière bois en France. Et donc, à ce titre-là, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu. Juste sur la donation, en tout cas préparer sa succession, on peut imaginer acheter une forêt en anticipant sa succession et que l'héritier revende la forêt derrière, ou c'est un peu plus encadré que ça quand même? C'est ça le principe, vous l'avez très bien décrit. Par contre, il faut quand même qu'il y ait derrière une logique d'investissement sur le long terme de la part des investisseurs. Éventuellement des héritiers, s'ils veulent conserver les parts à un moment, ce sera préférable. Mais d'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas de contrainte très particulière. On va parler des risques, hein, parce que c'est vrai que c'est important, on ne les a pas vraiment évoqués là. Bien sûr, on a évoqué la maladie. Un arbre peut être malade, et ça c'est une chose. Mais bien sûr, dès qu'on pense forêt, on pense incendie. Il y en a tous les ans. On l'a encore vu cet été, très malheureusement. Il y a également les tempêtes. Comment ça se passe pour ces risques-là? C'est vrai que les incendies estivaux ne sont pas la meilleure publicité pour l'investissement forestier. Chaque année, on prie pour qu'on n'ait pas de trop. La réalité, c'est que si vous éliminez les forêts méditerranéennes, vous enlevez statistiquement 95% des incendies. Et donc le risque, en réalité, en forêt... Donc vous en avez peu, c'est ça? Exactement. Sur 15 000 hectares depuis 10 ans, on a eu un incendie sur 10 hectares. Donc vous voyez que c'est assez marginal. Et en plus de ça, on a une assurance contre les effets de l'incendie, donc on est indemnisé. La tempête, c'est très différent parce que là, pour le coup, on ne peut pas l'éliminer. Elle peut avoir lieu absolument partout. Et il y en a tous les ans dans nos forêts. On a des petits coups de vent à droite, à gauche. Et dans cette hypothèse, le bois qui est tombé, on le revend. Oui. Soit c'est une tempête, je dirais, très localisée, le prix du bois n'a pas été affecté, donc on vend très bien les bois qui sont tombés. Si par contre c'est une tempête nationale, le cours du bois s'effondre de manière générale. Et là, évidemment, on va perdre un peu d'argent. Et donc l'indemnité de l'assurance, là, pour le coup, vient compenser en partie, mais jamais en totalité, la perte qu'on aura subie en cas de tempête nationale, comme il y a eu en 1999. D'accord. On a parlé de rendement tout à l'heure, c'est environ 3%. 1%. Pardon, 1%. Donc c'est vrai que 1%, c'est peu. On reçoit beaucoup de monde sur ce plateau, notamment récemment en crowdfunding immobilier. On a le private equity avec des taux de rendement environ à 11%, qui tournent autour de 11%. Comment, du coup, vous arrivez à convaincre qu'on vienne investir en forêt avec ces rendements qui, finalement, sont de petits rendements? Quand on regarde le rendement seul, sans regarder le risque qu'on prend, effectivement, ça paraît modéré. Si on regarde le couple risque-rendement, par contre, ça devient intéressant. Vous avez aujourd'hui nombre d'investisseurs institutionnels qui sont propriétaires de forêts, qui achètent aujourd'hui encore des forêts, qui investissent aussi dans nos groupements forestiers. On a des clients institutionnels et qui n'ont aucune espèce d'avantage fiscal. Donc, ils viennent chercher cette performance de 1 point. Et par ailleurs, va venir se rajouter dessus l'évolution de la valeur du patrimoine. Et quand on regarde historiquement en France, alors ça ne préjuge pas des performances futures naturellement, mais on a un certain nombre de raisons de penser que ça va se poursuivre dans le temps. La forêt française a gagné 3% par an de valeur sur les 20 dernières années. Donc vous ajoutez ça au rendement, finalement vous avez un actif qui est plutôt performant, au contraire, rapporté au risque qui est pris, qui est sur une échelle de 1 à 7, ce qui est la classification qu'on a des produits financiers, est situé comme l'immobilier au niveau 3. Et quelle typologie Vous parlez d'investisseurs institutionnels, c'est la grosse partie des gens qui investissent en forêt, ou on a aussi des épargnants particuliers? Épargnants particuliers essentiellement, et vous avez quelques institutionnels qui interviennent, ce sont des assureurs, ce sont des mutuelles, des caisses de retraite, des instituts de prévoyance. Qui veulent effectivement que l'argent reste dans un endroit effectivement avec peu de risques, on le comprend effectivement. Et ce sont des investisseurs de long terme surtout. Bien sûr. Et au-delà de ça, comment est-ce qu'on sort? Parce que c'est vrai que c'est un placement qui reste assez illiquide. La liquidité est organisée comme les SCPI dans l'immobilier. C'est peut-être familier à certaines des personnes qui nous écoutent. Le principe, la façon d'entrer aussi ressemble finalement à une SCPI, c'est le même fonctionnement. Le GFI, c'est une SCPI forestière, en quelque sorte. Ni plus ni moins. Exactement. Donc la liquidité s'organise en fait à chaque fois que l'on reçoit une souscription, elle peut être utilisée en priorité pour désintéresser les personnes qui veulent sortir. Et donc on dépend de l'attrait du produit et donc des souscriptions pour organiser la liquidité. Et dans l'hypothèse où elle fonctionnerait moins bien pendant un certain temps, on peut utiliser la trésorerie du groupement forestier d'investissement, qui est toujours de 10%, justement pour désintéresser ceux qui veulent sortir, dans l'hypothèse où on n'a pas immédiatement en face quelqu'un qui rentre dans le fonds. Et au pire des cas, eh bien, on sera là aussi, comme pour les SCPI qui ont l'immobilier, contraint de vendre une partie des actifs pour organiser cette liquidité si elle ne pouvait pas se faire avec ces 2 premiers systèmes. Vous êtes essentiellement en France aujourd'hui? Oui, et on est en train de se développer en Europe. Et alors, la forêt française, elle appartient massivement à des investisseurs, à des institutionnels, à des
propriétaires privés. C'est quoi l'état des lieux un peu aujourd'hui en France? Surtout qu'il y a une sorte de forêt privée, forêt d'État. On ne peut pas Parfaitement. acheter ce Le qu'on veut. premier Hein. investisseur, c'est l'État. C'est l'État, premier propriétaire. Premier propriétaire, bien sûr. Oui. avec 25% des forêts. Alors quand on dit l'État, c'est aussi les collectivités locales de manière générale, et 75% privés, mais c'est essentiellement des particuliers qui souvent d'ailleurs en héritent de génération en génération, mais de plus en plus d'institutionnels s'intéressent à cet actif, avec des forêts par contre de taille importante, qui sont des forêts, on dit très chargées en bois, donc très riches en stock de bois. Voilà. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Puis c'est vrai que c'est très intéressant de parler d'un actif vert décorrélé des marchés financiers de surcroît. On se retrouve tout de suite dans le Club Action. Merci Arnaud.